Merci Stefano pour ton introduction. Ce que je voulais faire, c'était d'introduire un petit peu cette thématique et les recherches qui se font dessus, notamment à Paris-Saclay, sans aller dans les détails des projets, mais juste les évoquant. Pourquoi tout cela me semble important? Parce que dès qu'on parle d'algorithmes, on évoque tout de suite le problème de l'automation, la robotisation, l'ubérisation et tout cela, les craintes de perte de postes de travail qu'on entend, on voit ci et là, auxquels sont consacrés aussi des travaux scientifiques, et qui en fait reviennent à un problème qui n'est pas nouveau. Justement, j'évoque mon passé d'économiste. J'avais dans ma thèse un chapitre sur la question des machines au moment où elle s'était posée en premier, au début du 19e siècle. Non, pas complètement. Je suis restée quand même borderline. Et donc, du coup, il me semble de revenir à ce type de débat-là dans un contexte qui a quand même beaucoup évolué. Et je pense que, comme à l'époque, il n'y avait pas de réponse tranchée aux problèmes classiques, il n'y a toujours pas de réponse aussi tranchée aujourd'hui. Il y a des points de vue différents, des débats même très vivants. Et que ce qu'il faut peut-être regarder, ce n'est pas tellement est-ce qu'il va y avoir perte de 50% de nos postes de travail et tout ça, mais comment le travail se transforme à la suite de l'introduction vaste des algorithmes dans nos vies, notamment professionnelles. Et donc, je vais organiser ma présentation en deux parties. Une première qui est comment en fait qu'est-ce que font les algorithmes au travail, et puis je vais venir à ce que fait le travail aux algorithmes. Au début, je vais évoquer des choses qui vont être connues quand même. Le fait qu'au quotidien, dans la vie de travail de chacun, on va être touché par tout ce qui a à faire avec les algorithmes. Au quotidien, l'exemple peut-être le plus simple, c'est le chauffeur de Uber qui a... on pense que c'est quelqu'un qui conduit, mais en fait, plus que conduire, il doit regarder son GPS, soigner son profil en ligne, mettre des évaluations, il doit faire tout ça tout le temps. Mais ce n'est pas que ce type de boulot-là qui sont touchés. Même le facteur, en fait, aujourd'hui, est guidé par un algorithme qui lui dit où il doit aller, à quel moment, dans quelle séquence de gestes. Il y a un autre exemple qui a été déjà évoqué, donc je vais passer assez vite. L'algorithme de matching sur le marché du travail. Et donc, quand même, par rapport au débat sur l'automation, c'est quelque chose de potentiellement, du moins, plutôt positif, parce qu'il y a de quoi penser qu'il peut y avoir une amélioration du processus de search, donc quelque chose qui peut être très bien. On a un thésard dans notre labo qui fait une excellente thèse. Alors, vous verrez que ma voix ne me permettra pas de dépasser mon temps, vous devrez être content de ça. On peut aussi aller un peu plus loin et penser qu'il y a quand même toute une série d'initiatives qui vont, de la part des grandes entreprises digitales, qui vont toucher à des choses plus profondes. Je pense au référentiel des emplois, les descriptions des métiers, le fait que des acteurs comme Google se soient mis dans ces secteurs-là va impacter ce qui était la compétence des administrations publiques jusque-là. Et puis, il y a tous les débats que je ne fais que rappeler brièvement parce qu'ils sont quand même connus sur les transformations du salariat qui sont dues à du potentiel d'intermédiation qui est amélioré et qui, de ce fait-là, permet en fait une expansion du travail sous des formes qui sont différentes du salariat. Les contrats courts, les CDD, mais surtout le travail indépendant, l'auto-entrepreneuriat dans le cas spécifique de la France, et qui donc sont quelque chose qui bouleverse en fait notre univers, nos certitudes, pour la simple et bonne raison qu'il y a beaucoup de choses qui sont rattachées au modèle du salariat, notamment en termes de retraite, de protection sociale, sécurité sociale et tout cela. Si tout cela est assez connu quand même, il y a aussi l'autre côté qui est peut-être un peu plus... souvent, je constate que c'est moins discuté. Qu'est-ce que fait le travail aux algorithmes?
En fait, on a vu qu'il y a besoin d'informations, il y a besoin de données, comme Noza le rappelait tout à l'heure, pour que les algorithmes fassent quoi que ce soit. Ces données sont souvent extraites des traces d'activité des individus sur Amazon, sur Google, Facebook et tout. Mais quand cela n'est pas possible, quand ces données sont insuffisantes ou biaisées ou pas représentatives, des fois, en fait, elles sont achetées à des travailleurs qui les produisent. Et il y a un marché, en fait, croissant des services d'intermédiation qui permettent, en fait, de faire du crowdsourcing pour des tâches souvent très petites, même minuscules, souvent très peu payées, mais qui, en fait, seront réalisées par des foules très vastes d'individus et qui pourront produire la masse des données nécessaires pour l'objectif en question. Le cas le plus connu, c'est Amazon Mechanical Turk, que vous connaissez peut-être, dont de manière très intéressante, je crois, qui s'autodéfinit artificial intelligence. C'est en fait pour aider le développement de l'intelligence artificielle par la production des données et d'informations qui enrichissent ces données, donc des labels, des qualifications de ce type. Le nom vient, vous le savez sans doute, mais enfin je le rappelle, le nom de Mechanical Turk vient de cette histoire de cet automate du XVIIIe siècle qui avait circulé dans toute l'Europe et battu aux échecs Napoléon et je ne sais plus qui, et qui était le grand prodige. Et en fait, il fut révélé à la fin que ce n'était pas un automate du tout, mais en fait, il y avait un humain caché dedans qui jouait aux échecs et manœuvrait le faux robot et gagnait les parties. Et c'est un peu ça l'idée, en fait, derrière le service que propose Amazon, en fait, de proposer des tâches HIT, Human Intelligence Tasks, qui sont réalisées par des humains et qui servent, en fait, très largement à nourrir des programmes d'intelligence artificielle. Il peut s'agir des tâches qui sont très petites, reconnaître des images, qu'est-ce qui est montagne, qu'est-ce qui est lac, qu'est-ce qui est je ne sais pas quoi, pour que en fait, le programme après puisse apprendre à retrouver ces mêmes caractéristiques dans d'autres jeux de données. Là, c'est l'interface de Mighty AI qui a été utilisée pour faire de l'entraînement pour notamment IBM Watson. Il y avait une histoire comme quoi il aurait appris à Watson à jouer au golf pour faire des chatbots qui accompagnent des compétitions. Il peut s'agir de tâches qui sont très petites, donc reconnaître des images, taguer des fichiers, annoter. Il y a des petites tâches de traduction des fois, de mots ou de mettre des mots-clés, des choses comme ça. Des fois, c'est des choses un peu plus complexes. Donc ça, c'est Upwork, qui est une plateforme beaucoup plus grande, en fait, que les deux autres, qui est plutôt pour du travail type freelancing, donc un peu plus qualifié et un peu moins micro en général. Donc là, c'était une offre de data entry pour quelqu'un capable de parler français. On en a chez nous, Full Factory, c'est un service d'intermédiation français, beaucoup plus petit et moins développé pour l'instant, mais qui se lance. Il y en a beaucoup dans les pays... Bon, en Chine, là, c'est... Celui-là en particulier, il est passé vite des 9 millions d'utilisateurs indiqués là aux 15 millions aujourd'hui. Mais globalement, il y en a beaucoup, non seulement en Chine, mais en toute l'Asie et dans les pays en développement. Donc là, par exemple, ce service-là propose des tâches qui peuvent être réalisées sur mobile, donc par plein en fait, d'utilisateurs qui ont même des connexions Internet moyennes, mais qui peuvent être mis au travail pour des clients au nord du monde.
La géographie, de manière très intéressante, la géographie de tout cela reflète les inégalités mondiales un peu classiques. Donc ça, c'est une étude de deux chercheurs du Oxford Internet Institute qui ont cartographié en fait l'offre et la demande de travail sur ces services et dont les conclusions, en gros, sont que les grands acheteurs, c'est les États-Unis, le Canada, je ne sais plus qui est là, l'Australie, un petit peu le Royaume-Uni, donc les gros qui sont de ce côté-là. Les grands fournisseurs de travail, c'est l'Inde, la Chine, le Bangladesh, les Philippines. C'est là où se situent les flux les plus gros. Le Mexique, d'ailleurs, semble avoir contribué pas mal au travail fait pour l'élection de Trump, mais je ne discute pas là-dessus. C'est juste pour donner un peu le sens de la taille de tout ça. C'est quand même quelque chose qui se développe beaucoup. Ces plateformes comptent des millions ou des centaines de milliers d'utilisateurs en général, qui sont répartis dans différents pays du monde, qui ne sont pas tous actifs en même temps. Donc, en fait, il faut aussi faire un peu le tri là-dedans, mais quand même, c'est un phénomène qui a une taille assez remarquable. Alors, quoi dire en termes des résultats sociaux de tout cela? Les formes de conflits sociaux qui se sont mises en place sont bien connues, plutôt pour les services plus matériels liés à l'économie on demand qui s'est développée aussi plutôt dans nos pays. Donc Uber, les mouvements de travailleurs de Deliveroo l'année dernière à Londres contre les conditions de travail qui s'étaient détériorées, c'est des cas quand même assez bien connus qui ont fait beaucoup de bruit dans nos pays. Les micro-travailleurs du clic qui sont chez eux et qui font like sur Facebook 1000 fois pour gagner un centime sont globalement moins organisés, quoique cela change aussi. Il y a des initiatives en cours. Donc, Turk Opticon a été un service mis en place, notamment avec l'intervention de certains chercheurs, en fait, pour fournir aux travailleurs de Mechanical Turk un endroit où ils peuvent évaluer leurs employeurs, sachant qu'un un demandeur de tâches sur Mechanical Turk a le droit de ne pas payer ses travailleurs. Et qu'il y a des cas d'abus assez bien documentés en ce sens-là. Les Allemands ont créé le Fair Crowd Work Watch. Dynamo, qui est un syndicat aussi, a commencé à organiser les travailleurs de Mechanical Turk. Et puis, il y a une initiative française quand même qui est Sharers and Workers, qui est plutôt sur tout ce qui est économie collaborative, économie on demand en fait, donc comment mettre ensemble les gens qui travaillent pour ces organisations-là et souvent de façon travail indépendant et les activer de manière cohérente. D'accord pour les 5 minutes. Et puis il y a aussi des propositions qui essaient d'aller un peu plus loin, comme tout le travail qui est en train de se faire sur le plateforme coopérativisme. Qu'est-ce qui se passerait si, en fait, les services en ligne étaient la propriété des travailleurs qui offrent les services par eux? C'est une initiative lancée par des universitaires, là aussi, à la New School à New York, et qui commence à être suivie à différents endroits. Au niveau de la recherche, parce que tout ça, c'est un phénomène social, c'est des choses qui se passent, mais ce qui nous intéresse le plus ici, c'est qu'est-ce que ça nous dit en termes de plans, de projets de recherche auxquels on peut penser ou des questions qu'on peut se poser. Il y a évidemment toute une série de questions. On a commencé, en fait, les chercheurs ont commencé par constater ce qui se passait et essayer d'en avoir un peu de faire des observations, d'avoir un peu le sens de ce qui se passait, même si arriver à quantifier tout cela n'est pas forcément le plus facile. C'est quand même une recherche qui se développe depuis quelques années sur notamment tout ce qui est les droits des travailleurs, donc dans quelle mesure et comment nous pouvons étendre ce qui est le droit du travail acquis et établi dans la loi à des travailleurs qui sont
dans des pays tiers, dans des conditions non standards, sous des formes contractuelles ambiguës, de travail indépendant ou entrepreneuriat ou autre chose. Donc, comment est-ce qu'on peut faire ça? Quelle est la portabilité des droits acquis? Il y a aussi toute une recherche, et là c'est vraiment Oxford qui est là-dessus, sur tout ce qui est l'aspect géographique et global, donc l'aspect mondialisation, localisation géographique, lien avec les dynamiques migratoires et les processus de outsourcing. Il y a du travail qui lie tout cela au business models, et puis sur la coopération entre les travailleurs, est-ce qu'ils sont capables et dans quelle mesure et comment de s'auto-organiser, de coopérer. Juste un mot pour mentionner ENDL, le European Network for Digital Labour, qu'on a fondé cette année à Paris avec des partenaires européens, donc à Oxford, Londres, la Belgique, l'Italie, et qui en fait essaie de regrouper les chercheurs intéressés à ces thématiques pour essayer de coordonner nos travaux et avancer. On a pour l'instant une liste de diffusion. On a eu un premier workshop de lancement à Paris en février dernier. Il y en aura un autre à Louvain en novembre. Et puis un numéro spécial d'une revue qui se met en place. Donc pour tous ceux qui seraient intéressés, je suis prête à donner plus d'informations. Et là, je sais que je dois m'arrêter et ma voix est très contente en plus. Donc merci.